Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, le président d'Israël est arrivé ce 11 novembre 2025 en RDC pour une visite officielle où il a rencontré le président de la République Félix Tshisekedi. Un échange placé sous le signe de la paix et de la coopération. Ils ont évoqué la stabilité du pays, des nouveaux partenariats économiques, technologiques et sécuritaires. Et puis, à l'occasion de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, recteur de l'UNISIC, rappelle que la science sans conscience est une ruine de l'âme. Un message fort sur la responsabilité des chercheurs et la nécessité d'impliquer le public dans les débats scientifiques. Vous le suivrez tout à l'heure dans cette édition. Enfin, à l'international, la Guinée franchit une étape historique avec la première exportation du minerai de fer de Simandou, un jalon majeur du programme de Simandou 2040 destiné à transformer la rente minière en moteur de développement durable. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal. L'actualité, c'est d'abord l'arrivée du président d'Israël en République démocratique du Congo pour une visite officielle placée sous le signe de la coopération et de la paix lors d'un point de presse conjoint avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Il a insisté sur l'importance de la stabilité et de la paix dans le pays, appelant à un engagement commun pour un avenir harmonieux. De son côté, le président Tshisekedi a évoqué les nombreuses opportunités de collaboration entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, technologiques et sécuritaires, affirmant que cette visite pourrait ouvrir la voie à des nouveaux partenariats stratégiques. Je vous laisse suivre un petit extrait du président congolais et son homologue israélien. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement de nos relations, l'embellissement de celles-ci. Et nous avons abordé plusieurs secteurs. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Je les évoque comme ça en passant de la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, la haute technologie et même dans les techniques environnementales de protection de l'environnement, l'État d'Israël excelle également. Donc c'est pour vous dire que nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller. Et l'Angola a célébré ce mardi le cinquantenaire de son indépendance. 50 ans après la fin du colonialisme portugais, le pays a rendu hommage à ses héros et à son premier président, Antonio Agostinho Neto. Le président la République démocratique du Congo était représenté à Luanda par sa première ministre Judith Suminwa Tuluka, porteuse du message du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshisekedi.
C'est dans une atmosphère solennelle que la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a foulé le sol angolais ce mardi. Elle représente le président Félix Tshisekedi aux festivités marquant les 50 ans de l'indépendance de l'Angola. Placée sous le signe de l'unité nationale et du renouveau africain, cette commémoration a réuni plusieurs dirigeants du continent venus saluer le combat historique du peuple angolais pour sa liberté et sa souveraineté. Sous le leadership du président Joao Lourenço, les cérémonies ont aussi été l'occasion d'un grand défilé patriotique. Dans son allocution, le chef de l'État angolais a exprimé ses inquiétudes face aux crises internationales en Ukraine, au Moyen-Orient, au Soudan, en RDC et dans le Sahel, tout en appelant à une Afrique unie et résiliente. Bien avant de prendre part à cette cérémonie, Judith Suminwa a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe d'Antonio Agostinho Neto, premier président de l'Angola et figure majeure du panafricanisme. Un geste symbolique qui traduit la fraternité et les liens historiques entre Kinshasa et Luanda. Pour la RDC, cette participation traduit la volonté de renforcer la coopération bilatérale avec l'Angola, tant sur le plan économique que sécuritaire. Deux pays voisins liés par une histoire commune, mais surtout par une même vision, celle d'une Afrique solidaire, stable et tournée vers l'avenir. Et puis, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce lundi 10 novembre 2025 une délégation de présidents des assemblées provinciales. Les échanges ont porté sur les causes profondes de l'instabilité au sein des institutions provinciales, l'appel à un contrôle parlementaire exercé avec discernement, sans dérive politique, ainsi que sur l'engagement du gouvernement central à garantir la stabilité institutionnelle et à régulariser les arriérés de paiement. Suivez. Réunis dans un même cadre, le président des assemblées provinciales et la première ministre de la RDC ont échangé sans langue de bois sur plusieurs sujets sensibles touchant au fonctionnement des provinces. Le cause profonde de l'instabilité des provinces et les solutions y afférentes a occupé une large partie de ces échanges. Mais maintenant, il faudra réfléchir sur la matérialisation, en réfléchissant notamment sur les causes profondes de ce qui est appelé instabilité, analyser froidement, retrouver les causes, faire un diagnostic approprié en vue de trouver une thérapie aussi appropriée. La chef du gouvernement a rappelé l'importance d'un contrôle parlementaire responsable. Selon elle, les assemblées doivent continuer à exercer leur rôle, mais sans en faire un instrument de règlement de comptes, surtout dans un contexte où certaines régions font face à des tensions sécuritaires. Dans le cas contraire, on risque certes de vouloir soigner les symptômes, mais sans s'attaquer à la cause, on ne tournera qu'à rond. Voilà pourquoi nous avons partagé cela avec son Excellence Madame la Première ministre, qui a été attentive, qui nous a dit, entre autres, que pour elle, et notamment pour le gouvernement de la République, et même pour les chefs de l'État, ça ne veut pas dire qu'on voulait ravir aux assemblées leurs prérogatives. Les assemblées devront continuer de jouer leur rôle de contrôle. Mais c'est que ce contrôle-là ne soit pas un moyen de règlement des comptes, que cela suive une certaine procédure, que cela respecte les normes et que cela se fasse aussi de bon cœur en tenant compte de la situation actuelle du pays qui vit des moments de tension dans certaines régions, dans certains coins. Nous sommes en guerre, il faudra que nous tenions également compte de cela. La gouvernance provinciale et le suivi des investissements de l'État ont également été au cœur des échanges. La première ministre a insisté sur la coopération entre les députés provinciaux, l'inspection générale des finances et la Cour des comptes afin de garantir une gestion transparente et efficace. Il y a également la situation de la gouvernance au niveau des provinces qui a été passée en revue. La situation des investissements du gouvernement de la République au niveau de nos provinces, qui doit être suivie également par les députés provinciaux, au-delà du suivi du niveau national, et des contrôles qui doivent être faits par l'IGF, la Cour des comptes et les autres structures de contrôle. Et les assemblées aussi devront continuer avec ces contrôles-là. Enfin, la question des arriérés des salaires qui s'élèverait à 7 mois a été abordée. La première ministre s'est engagée à trouver des solutions rapides pour assurer le fonctionnement normal des institutions et soutenir les élus dans l'exercice de leur mission.
Et ce même lundi, la Première ministre a aussi rencontré des universitaires et des instances internationales pour promouvoir la justice et la reconnaissance des crimes commis en RDC avant de participer à la rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo, placée sous le signe du partenariat entre l'État et le secteur privé. Judith Suminwa-Tuluka y a appelé à un dialogue renforcé entre les deux parties pour stimuler la transformation économique du pays en mettant en avant les réformes en cours, la stabilité monétaire et la promotion de la production locale. La patience Lokeke. La rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo a réuni ce lundi les acteurs majeurs du monde économique congolais. Présente à la cérémonie, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a appelé à un partenariat dynamique entre l'État et les secteurs privés pour relancer la transformation économique du pays. Dans son discours, elle a mis en avant les réformes engagées par son gouvernement. Des réformes ambitieuses ont été engagées, notamment, cela a été dit, mais je le répète, la rationalisation de la fiscalité et de la parafiscalité, la lutte contre la corruption, la digitalisation des services publics et la sécurisation juridique des affaires. Dans les prochaines semaines, débuteront les missions sur terrain pour l'élaboration du plan stratégique pour l'amélioration du climat des affaires en cohérence avec la politique nationale du climat des affaires qui sera bientôt vulgarisée en atelier par le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement ainsi que la cellule climat des affaires de la présidence. Elle a également insisté sur la stabilité du franc congolais et sur la nécessité de promouvoir la production et la transformation locale pour assurer une prospérité durable. Robert Moulumba Kalimba, président de la FEC, a souligné l'importance d'un dialogue permanent entre les secteurs privés et l'État pour transformer les obstacles économiques en opportunités et renforcer la confiance mutuelle. Après cette activité, la première ministre a reçu l'association de professeurs émérites. Ces universitaires ont salué le soutien de l'État et a demandé la reconnaissance officielle de leur statut, mettant en lumière leur rôle dans la formation de l'élite congolaise. Enfin, la chef du gouvernement a reçu les conclusions de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et de peuple qui reconnaît la génocide commis en RDC et appelle à la création d'une juridiction spéciale pour poursuivre le responsable de crimes internationaux. Je suis venu accompagné de la CIAVAR et du FONAREV pour remettre à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement les 2 résolutions qui ont été adoptés pour reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la justice, la vérité et la réparation des victimes. Autre chose à présent, le bureau de l'Assemblée nationale a publié ce mardi 11 novembre 2025 les candidats retenus pour l'élection du président et de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Clotilde Moutita, candidate présentée par Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi au poste de rapporteur adjoint, a été retenue, et Aimé Boji Sangara, dont la candidature a été aussi validée par le bureau pour le poste du président. Suivez les détails dans ce récit de Didier Ilunga, commenté par Patience Lokeke. Moins de 2 jours nous séparent de l'élection d'une partie du bureau de l'Assemblée nationale suite à la démission de son président et de son rapporteur adjoint. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotilde, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. 2 candidatures seulement ont été rendues publiques, une pour chacun des postes vacants.
Aimé Boji pour la présidence et Clotilde Moutita pour le poste des rapporteurs adjoints. On est loin de ce qui avait marqué les premières élections du même bureau au cours de cette législature. L'ex-président Vital Kamerhe avait alors dû affronter dans une sorte de primaire Bahati Lukwebo au sein de l'Assemblée avant d'être élu, tandis que l'ex-rapporteur avait dû concurrencer l'ancien ministre de la Justice, tous deux membres de l'opposition. Cette fois-ci, l'Union sacrée, plateforme de la majorité, n'est pas allée par quatre chemins. Elle a d'abord recueilli les candidatures avant de laisser son autorité morale désigner les candidats idéaux. Pour certains observateurs, il s'agit d'un cadrage anticipé car Aimé Boji, alors ministre de l'Industrie, avait déjà démissionné pour redevenir député et s'est prononcé en faveur du poste de président de l'Assemblée nationale. Le jeu semblait donc déjà largement tracé. Pour Clotilde Moutita, son principal challenger, Christelle Vwanga, députée se réclamant de l'opposition, a vu sa candidature rejetée. Certains y voient une nouvelle illustration du rapprochement entre Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Sauf miracle, estiment certains analystes, l'issue de l'élection semble déjà connue. Mais les plus difficiles restent à venir. Le futur président devra gérer cette session de septembre consacrée au budget, puis naviguer entre les enjeux politiques et sécuritaires qui structurent durablement le pays. Et ce contexte politique se complique encore avec deux grands événements à venir. La signature de l'accord de paix Kinshasa-Kigali, qui devrait faire suite à une précédente initiative de paix entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23, et peut-être également la tenue d'un dialogue national dont les conclusions risquent d'apporter de nombreux bouleversements dans les paysages politiques congolais. Le désenclavement de la province du Maniema a été au cœur de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue récemment à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Prenant la parole lors de ces assises de 3 jours, le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba, a fait l'état des lieux de la voirie dans cette province aurifère. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Le Maniema est une province enclavée de la République démocratique du Congo, caractérisée par son isolement géographique et son manque d'infrastructures de communication, ce qui entrave l'accès aux aides humanitaires et le développement. Ce sujet a été au cœur de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du 3 au 5 novembre dernier. Ces assises ont rassemblé acteurs locaux, experts et membres du gouvernement, dont le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba Chikela, pour faire les points sur les avancées socio-économiques de la province. Prenant la parole lors de ces assises de 3 jours, le DG de l'OVD a plaidé pour le désenclavement de la province du Maniema. Le Maniema est une province qui est enclavée. Et l'objectif primaire, en ce qui concerne le développement des infrastructures, en ce qui concerne la province de Maniema, doit être de désenclaver Maniema, en regardant toutes les sortes de systèmes de transport qui peuvent concourir à pouvoir désenclaver la province de Maniema. Nous avons 3 structures qui agissent dans le domaine des infrastructures. Vous avez l'Office de route, vous avez l'OVDA, et vous avez l'OVD. Et l'Office de route gère, d'une manière, je ne sais pas, le ministre hier l'a dit, à peu près 158 km, mais les zones prioritaires, c'est 58 000 km 129, avec 11 000 seulement, 422 qui sont en bon état. Par contre, l'Office de voirie des décès agricoles à 86 km, 851 km, mais vous avez là-dessus au moins 20% qui sont en bon état. Les 80% sont en mauvais état. Et nous, l'OVD, nous gérons à peu près 11 000 km sur lesquels nous avons ce qui est revêtu à peu près 2687 et ce qui n'est pas revêtu 8495. C'est pour vous dire que, d'une manière générale, quand vous regardez ce tableau, l'état de délabrement de nos infrastructures, c'est à peu près 75 à 85%. Et aujourd'hui, c'est que le gouvernement, dans la mission du chef de l'État, c'est de pouvoir rattraper ces gaps que nous avons de
ou plus ou moins 85% des infrastructures routières qui sont dans un mauvais état. C'est ce qui explique les différents programmes que je vous ai cités ici, qui sont mis en place pour concourir au développement des infrastructures. À ce qui concerne la province de Maniema, je vois les ministres venir de dire tout à l'heure, nous avons pour la province de Maniema à peu près 4 000, c'est-à-dire 3 800, j'arrondis à 4 000 km, sur lesquels on a à peu près 227 km de voirie. Dans cette titanesque tâche, le DG Victor Toumba a annoncé que l'OVD jouera sa partition. Autre chose, entre richesse culturelle et potentiel économique, la République démocratique du Congo se prépare à transformer ses talents artistiques en moteur de développement. Avec plus de 100 millions d'habitants et une créativité foisonnante, le pays devrait dépasser l'idée de simple divertissement et faire de la culture un véritable levier économique et diplomatique, à l'image de la Corée du Sud. Dans Momat pour plus de détails. La République démocratique du Congo, avec plus de 100 millions d'habitants et une grande diversité culturelle, possède un potentiel artistique reconnu au travers le monde. Pourtant, pour beaucoup de Congolais, la culture reste un simple divertissement, voire une distraction. Cette perception limite les investissements et freine la structuration du secteur. Question de changer la donne. Le gouvernement congolais a engagé plusieurs réformes via le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, dont l'adoption de la première politique culturelle nationale et du statut de l'artiste. L'objectif est clair, transformer la culture en moteur économique, créateur d'emplois et de valeurs ajoutées, tout en renforçant l'influence internationale du pays. Le défi reste cependant de taille. Les textes à eux seuls sont loin d'être suffisant. Il faut, entre autres, un soutien financier durable, des mesures incitatives et des espaces de visibilité pour les artistes congolais. La Corée du Sud offre un exemple inspirant. Grâce à un plan culturel de 2,6 milliards de dollars en 2024 et des mesures légales pour soutenir artistes et productions, le pays a généré 107 milliards de dollars en revenus culturels, soit 6,5% du PIB. Des succès comme la série Squid Game, 900 millions de dollars pour Netflix et 16 000 emplois créés, ou le groupe BTS, 3,5 milliards de dollars par an pour l'économie sud-coréenne, montrent que la culture peut devenir un puissant moteur économique et diplomatique. Pour la RDC, la culture peut jouer un rôle similaire. Avec un cadre juridique clair, des incitations financières et un soutien à la production, le pays pourrait exporter ses créations et faire de la culture un véritable secteur économique, au même titre que les industries minières. Le gouvernement mise sur cette stratégie pour que la créativité congolaise contribue à la richesse nationale et à l'influence du pays dans le monde. La science sans conscience est une ruine de l'âme, voire de l'homme, a ajouté le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication. C'est à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la science au service de la paix et du développement, une journée qui rappelle la pertinence de la science et l'importance de faire participer le public au débat scientifique émergents. C'est un reportage de Rosie Chioyo et Eli Kabea. Science sans conscience égale ruine de l'âme. Une pensée qui tombe au bon moment. Alors que le monde parle de la science comme d'un élément essentiel au service de la paix et du développement, son vrai sens en RDC est remis en question. Pour les professeurs émérites Jean Kambaï Boacha, on ne peut pas parler des sciences sans être conscient de son importance pour le développement. C'est-à-dire, la conscience doit d'abord précéder la science. Et quelque part, si la science, la conscience se confond, se fusionne avec la science, ça sera un homme parfait. Vous voyez. Donc, la façon de voir les choses, la façon de comprendre, aller plus loin, vous voyez, comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi pour le développement. C'est extraordinaire ça. Comprendre signifie na zui yango na ndenge na ngai po na développement na ngai na batu na ngai.
Face à cette problématique liée à un système éducatif qui ne s'adapte pas aux réalités du terrain professionnel, les professeurs vont encore plus loin en expliquant que le système serait plus efficace s'il était revu à la lumière de la manière dont vivaient nos ancêtres. C'est quel système qu'on doit adapter? Est-ce que le mot adapté vaut la peine? Non, nous devons revenir comment vivaient nos ancêtres. Parce qu'ils étaient très développés. Ils ont construit des pyramides, ils ont construit des cabanes. Comment ils mesuraient les maisons? Comment ils ont su que ces herbes-là sont très bien pour faire le toit de la maison? Comment ils ont compris que pour garder l'eau fraîche, il faut mettre dans une sorte de cruche comme ça, on allait chercher, et ça, on met des cailloux à l'intérieur, ça fait frais. Vous voyez? Donc, il faut revenir à ce système que le Belge, que le Blanc a maudit. Pourquoi il a maudit? Pour que nous puissions avoir ce qu'on fait. Parce que nous, on nous a considérés comme les gens incapables. Pourquoi? Parce que nous étions noirs. Et ensuite, non seulement que nous étions noirs, mais ils avaient besoin de nous disqualifier de la civilisation moderne pour aller chercher quoi? Makabo Mabele. Un peuple qui veut se développer doit mettre en avant sa propre culture, car la science ne se limite pas à la connaissance, elle va plus loin en rappelant que lorsque l'on prend conscience de ce que l'on apprend, ce qui renvoie au savoir, cela signifie qu'il en est sur la voie de la paix et du développement durable. L'engouement pour le Brazilian Buttlift, plus connu sous le nom de BBL, ne cesse de croître à Kinshasa. De plus en plus de femmes succombent à cette tendance séduite par la promesse d'une silhouette idéale. Mais derrière cette quête de perfection, des voix s'élèvent dans le corps médical pour alerter sur les risques et les conséquences liées à cette intervention chirurgicale. Gigi Nende. À Kinshasa, la pratique du Brazilian Buttlift BBL gagne du terrain. De plus en plus des femmes se tournent vers cette intervention chirurgicale, séduites par la promesse d'un corps plus harmonieux et d'une silhouette dite parfaite. Cependant, derrière cet engouement se cachent des sérieuses préoccupations au sein du corps médical. Selon le professeur Kibadi, chirurgien plasticien, le BBL en soi n'est pas une mauvaise pratique, mais la durée de vie de la graisse injectée demeure incertaine et peut varier considérablement d'une patiente à l'autre. La graisse injectée, qu'on le dise, c'est environ 30, 40, 50%, ça dépend, des graisses qu'on perd d'une manière naturelle. Ce n'est pas toutes les graisses, tous les volumes que vous avez injectés qui restent. Généralement, on le perd dans les années qui suivent 2 à 3, 30 à 40, 50%, ça dépend. Mais ceux qui restent peuvent durer assez longtemps. Les risques liés à cette opération en République démocratique du Congo suscitent également l'inquiétude des spécialistes. Il y a 2 risques importants pour notre pays. C'est que le premier risque, c'est le manque d'infrastructures et de qualifications. Et le deuxième risque, c'est le manque de réglementation. Le manque d'infrastructures et de qualifications. Il existe très peu de cliniques bien spécifiques, des cliniques bien outillées avec de bons appareils en République démocratique du Congo. Et deuxièmement, la qualification. Pour pratiquer les actes de chirurgie plastique esthétique, il faut être diplômé, universitaire, en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et être reconnu par l'ordre de médecins. Très peu de gens ont cette qualification. Le deuxième manque pour notre pays, le grand risque pour notre pays, c'est en fait le manque de réglementation. En effet, l'absence de réglementation stricte comprenant la pratique des chirurgies plastiques esthétiques en République démocratique du Congo, c'est un risque important. Pourquoi? Parce que nous voyons des praticiens non qualifiés dans la ville-province de Kinshasa qui pratiquent ces actes à haut risque. Voilà, ça joue un rôle important comme facteur de risque. Face à ce phénomène en pleine expansion, les experts appellent à mieux informer et sensibiliser les femmes sur les implications du BBL. Car si cette intervention peut offrir des résultats esthétiques séduisants,
Il reste essentiel de mesurer les risques et de placer la santé avant l'apparence. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières nationales. Mesdames, Messieurs, place à présent à la page internationale. Ce mardi 11 novembre 2025, la Guinée a procédé au lancement officiel de sa première exportation du minerai de fer de Simandou, l'un des plus grands gisements inexploités au monde, une étape clé dans le cadre du programme stratégique Simandou 2040 qui ambitionne de transformer la rente minière en véritable moteur de développement durable et d'industrialisation nationale. Patience Lokeke. Les programmes de développement socio-économique durable et responsable de Simandou 2040 est un jalon historique pour la Guinée. Ce mardi 11 novembre se déroule la cérémonie de la première exportation de minerais de Simandou, une concrétisation des engagements pris par Djiba Diakité, le président du comité stratégique de Simandou 2040 devant le président de la République Mamadi Doumbouya le 28 octobre 2025. Articulé autour de 5 piliers stratégiques, Simandou 2040 se veut un plan ambitieux pour transformer les ressources de la Guinée en valorisation du développement du capital humain et de l'industrialisation. La réalisation Simandou 2040 vise à transformer la rente naturelle de la Guinée en productivité concrète, tant sur le plan capital humain que l'industrialisation. Djiba Diakité, lors de la présentation officielle du projet, avait fixé 5 objectifs ambitieux. 2900 km d'autoroutes, 2500 km de lignes de chemin de fer et une couverture numérique de 95% du territoire d'ici 2040. Ces cadres stratégiques s'appuient sur la modernisation de l'administration, la discipline budgétaire, la traçabilité de chaque somme investie et la professionnalisation de forces de sécurité afin de renforcer la crédibilité économique. Des engagements qui ont renforcé la confiance des investisseurs privés. Le lancement de l'exportation de minerais de fer de Simandou ce mardi 11 novembre 2025 au port de Moribaya confirme le statut de la Guinée comme un acteur majeur sur le marché international, scellant aussi un nouveau mode d'exploitation qui servira de référence à tous les continents africains. Avec 1200 cages flottantes installées sur le site pilote de Samendeni, le Burkina Faso fait un pari audacieux sur la pisciculture pour renforcer sa sécurité alimentaire. Le pays vise une production annuelle de 3000 tonnes de poissons tout en créant de l'emploi rural et en réduisant sa dépendance aux importations. Encore une fois, avec Patience Okeke. Le Burkina Faso parie sur l'aquaculture pour renforcer sa sécurité. Le Burkina Faso parie sur l'aquaculture pour renforcer sa sécurité alimentaire. À Samandeni, un projet pilote vient d'être lancé avec l'installation des 1200 cages flottantes capables de produire jusqu'à 3000 tonnes de poissons par an. Objectif, réduire les importations de poissons, valoriser les ressources en eau et créer de l'emploi dans les zones rurales. Un accompagnement technique et matériel est déjà en place pour encadrer le producteur. Le pays mise aussi sur la production locale d'alevins et d'aliments pour poissons avec le soutien de l'État et de partenaires privés comme Faso Gulgo. Un pas important vers une aquaculture durable au cœur de la stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux parus ce 11 novembre dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon matin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons le bal de cette revue avec la référence plus. La consoeur
écrit un officier supérieur des FARDC considéré comme cerveau moteur du coup d'État déjoué en 2023 est passé aux aveux lundi 10 novembre devant la haute cour militaire à la prison de Ndolo à Kinshasa. Il a révélé avoir été contacté par les prévenus Nzanzu venus du Canada, d'abord pour créer une société minière avant d'être mis au parfum du complot ordi par le Rwanda, adoubé par certaines multinationales pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Grognon nous fait tout de suite changer de décor et rapporte que l'ONATRA, pilier du transport en RDC, a été la cible d'actes de sabotage alarmants, mettant en péril les réformes en cours et soulevant des graves questions sur la sécurité des infrastructures. Le 9 novembre 2025 restera sombre. Un vol de carburant dans les trains Kinshasa-Matadi et une explosion au centre médical de la même entreprise récemment rénovée ont terni l'espoir d'une modernisation du transport ferroviaire. Les témoignages du professeur Dr Ahmed Ousseni décrit un voyage traumatisant. Ces actes, poursuit le journal, s'inscrivent dans une stratégie délibérée visant à discréditer les directeurs généraux. Les nouvelles du soir s'interrogent. Pourquoi ces sabotages interviennent-ils après les licenciements des 3 responsables syndicaux de l'ONATRA? Géopolice Hebdo conclut avec la conférence minière à Kindu. Jean-Paul Kapongo, DG du SAIMAP, a sensibilisé le Maniema sur l'artisanat minier et insisté sur la formalisation et la professionnalisation du secteur pour faciliter l'accès des coopératives aux droits miniers. L'heure n'est plus au discours, il faut passer à l'action concrète, a-t-il martelé. Le Maniema compte 64 coopératives minières et 140 regroupements, soit 25 000 exploitants sur 600 sites, un segment vital pour des milliers de familles. Fin de cette revue de presse, au revoir. C'était tout pour aujourd'hui, je vous rappelle les 3 principaux titres. Le président d'Israël est arrivé ce 11 novembre 2025 en RDC pour une visite officielle où il a rencontré le président de la République Félix Tshisekedi. Un échange placé sous le signe de la paix et de la coopération. Ils ont évoqué la stabilité du pays et des nouveaux partenariats économiques, technologiques et sécuritaires. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, recteur de l'UNICIC, rappelle que la science sans conscience est une ruine de l'âme. Un message fort sur la responsabilité des chercheurs et la nécessité d'impliquer le public dans les débats scientifiques. Enfin, à l'international, la Guinée franchit une étape historique avec la première exportation du minerai de fer de Simandou, un jalon majeur du programme Simandou 2040 destiné à transformer la rente minière en moteur de développement durable. C'était tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.